Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. Nous nous retrouvons encore avec des femmes d'exception pour parler de la République démocratique du Congo, de ce qui touche au quotidien des Congolais. Nous allons parler politique, nous allons parler également sécurité dans ce nouveau numéro du débat au féminin. Avec moi dans ce studio, Madame Élisée Mouimouzi, elle est membre de la société civile, activiste des droits des femmes, et Madame Solange Massoumbuko, cadre de la FDC, doctorant en communication. Avec elle, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont touché, qui ont fait l'actualité la semaine qui se termine. Mesdames, bienvenue dans ce studio. Merci. Merci. Alors, on démarre avec la grande nouvelle de cette semaine, c'est finalement l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a eu plusieurs épisodes qui ont entouré cette élection du bureau définitif. Il y a eu report à deux reprises parce qu'on ne se mettait pas d'accord au sein de l'Union sacrée autour du partage des postes. Finalement, on s'est mis d'accord, on a retiré des personnes qu'il fallait retirer, on les a remplacées par d'autres. On a finalement ce bureau qui est dirigé par Monsieur Vital Kamerhe, le président, qui a officiellement pris fonction vendredi après remise et reprise avec le bureau d'âge. Et déjà vendredi, lors de son investiture, il a donné quelques principes directeurs qui doivent incarner les députés nationaux. Il a notamment parlé de la loyauté, il a notamment parlé de la ponctualité, il a notamment parlé de plusieurs autres choses, notamment la transparence dans la gestion, l'efficacité dans le traitement des dossiers. Il a réaffirmé sa détermination de restaurer le député dans sa dignité et de faire des problèmes de la population la priorité majeure du travail parlementaire. Et lors de la remise et reprise, il a annoncé sa volonté ferme d'associer l'Assemblée nationale à l'Inspection générale des finances et à la Cour des comptes pour asseoir la bonne gouvernance. Avec tous ces principes qu'il donne, mesdames, qu'est-ce qui peut changer dans le travail du député national au quotidien pour finalement produire un travail qui va rencontrer les attentes de la population? Madame Élisée. Merci, madame. J'ai suivi donc ce que le président de l'Assemblée a prôné comme méthode de procédure pour commencer avec cette Assemblée et les députés. Je pense que pour être vraiment à l'écoute de la population, il faut apprendre à les écouter parce que les députés sont les représentants de la population. Ils ont compris, ils savent, ils connaissent les besoins réels de la population. La population aujourd'hui, elle est au four et au moulin. Chacun ses recherches, que ce soit en matière de l'éducation pour les enfants, que ce soit en matière de transport. Si nous prenons seulement la ville de Kinshasa, donc la mobilité des gens dans la ville, elle pose déjà problème. L'environnement pose des problèmes. Tout pose problème actuellement. Même les taux, la vie au quotidien, ça pose problème. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir le temps d'écouter et de comprendre les besoins réels de la population et d'y aller dans un plan réel qui va régler les problèmes de la population. Ils légifèrent, ils vont faire les lois, mais c'est le gouvernement qui va appliquer. Donc, pour adopter le programme du gouvernement, ils doivent savoir si les besoins de la population sont intégrés dedans. Madame Solange. En tout cas, de prime abord, j'aimerais tout d'abord féliciter tous les membres du bureau et spécialement les femmes. 3 sur 4, c'est une avancée. Donc, 3 sur 7 3 sur 7, c'est une avancée significative et nous tenons surtout à féliciter les regroupements qui ont porté leur révolu aux femmes. Et donc, concrètement parlant, nous pensons que le gouvernement aussi qui sort bientôt, ça sera le cas parce que si nous essayons de faire une évaluation des femmes élues, c'est catastrophique. Alors, par rapport à ce que le président Vital Kamerhe a dit, et nous félicitons en passant, effectivement, nous pensons que les attentes de la population sont nombreuses et les élus légitimes qui viennent récemment de la base, de leur base électorale, parce que il y a 6 mois, je crois qu'ils ont encore tous les desiderata de la population dans leur tête, nous pensons qu'ils seront à la hauteur
tant soit peu de répondre à ces attentes. Quelles sont ces attentes? Vous savez, aujourd'hui, la population reste ébahie et reste insatisfait du travail d'un parlementaire. Pas parce qu'il ne travaille pas, mais parce que la population ne comprend pas ce qui se passe. Et d'où, avec toutes ces résolutions que le président Vital Kamerhe a dit, la ponctualité, le sérieux dans le travail, l'efficacité dans le contrôle, nous pensons qu'il y a un grand problème d'une communication publique parlementaire. Ça veut dire une communication de redevabilité. Vous savez facilement ce que font les parlementaires est peut-être diffusé à 5%. Les 95% n'est pas connu et la population reste insatisfaite et se focalise sur des buzz et sur des actions qui, en tout cas, nous pensons qu'il faudrait rapidement passer aux commissions, aux 10 commissions parlementaires qui doivent être constituées par des personnes avérées. Mais aussi, vous savez, nul ne peut tout connaître. Un petit renforcement de capacité de tous les nouveaux élus serait souhaitable. Aussi, la cellule de communication, un renforcement de capacité, un choix judicieux à cette cellule-là. Parce que finalement, le miroir parlementaire est mal vu. Le parlementaire est mal vu. On se focalise sur palissade, on se focalise sur les salaires, on se focalise sur autre chose, au lieu de se focaliser sur le vécu quotidien et les lois qui sont votées et qui doivent être mises en application par l'exécutif. Et par là, nous pensons que vraiment une très bonne approche communicationnelle en y intégrant les nouvelles technologies, les numériques, serait souhaitable. Vous savez, à partir de mon portable, je peux suivre un débat parlementaire de France, je peux suivre un débat parlementaire des États-Unis, même dans une commission, je peux suivre à partir de mon téléphone. Mais qu'en est-il de l'Assemblée nationale? Il est temps de tirer les leçons du passé et de capitaliser pour améliorer. Parce que, imagine-toi, Mami Tchela, plusieurs lois ont été votées, mais la population reste sur sa soif. Tokolia balwa wana. Est-ce que Yangonde aussi s'embouteillage? Est-ce que, et finalement, on a l'impression que le parlementaire ne travaille pas et pourtant, il y a 10 commissions, un grand travail s'est fait dans des commissions. Le contrôle aussi s'est fait à la fois dans les commissions et dans les plénières. Il faut vraiment une méthodologie adaptée à notre population, à notre contexte actuel. Alors, mesdames, vous êtes d'accord, vous deux, que la priorité doit être les attentes de la population. Vous avez relevé que la population a fait face à plusieurs problèmes, que ce soit sur le plan social, économique et sécuritaire. Ce sont les députés qui votent les lois. Ce sera à la session de septembre. Et le gouvernement qui sera bientôt mis en place devra également présenter et défendre ce projet de budget. Sur quel secteur, dans quel secteur l'on doit orienter le plus des fonds pour finalement rencontrer les attentes de la population? Parce que vous parlez des lois qui sont votées. Il y a plus d'une loi qui sont votées. Peut-être que la population ne connaît pas. Des lois pour lesquelles la population ne voit aucune importance sur son vécu de tous les jours. Quels sont les secteurs prioritaires en votant les lois sur lesquels les députés doivent se pencher pour donner le plus d'argent pour que le quotidien des Congolais change? Oui, je pense que de prime abord, je crois qu'il faut vraiment s'atteler sur la question de la sécurité. D'abord, parce que les gens qui se déplacent infiniment à l'Est, tout comme à l'Ouest, qui ne sont pas stables, ils ne peuvent pas se développer. Ils ne peuvent pas être toujours dans les humanitaires et croire que là, ça peut se développer. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument régler ces questions de l'Est, trouver des moyens de régler ces questions-là. Et dans les autres secteurs, regarde aussi la justice. Pour un pays, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'il est temps de s'asseoir et de voir dans quelle direction nous allons. Il faut vraiment de nouvelles orientations. Parce que même si on passe par une édition électorale, on va avoir de nouvelles personnes, mais on ne va pas changer le système.
Le système qui est là, c'est le système qu'il faut absolument attaquer, qu'il faut d'abord changer pour qu'on espère que les choses peuvent changer. Or, notre population pense que les personnes qui créent le chaos sont aussi capables de créer la prospérité. C'est impossible. Au moment où vous avez une opposition qui ne parle pas, une société civile qui s'était, bon, à ce moment-là, la population, elle est vraiment livrée à elle-même. L'opposition qui ne parle pas ou l'opposition qui ne parle que quand elle sent que ses intérêts sont un peu mis en danger, menacés. Mais je n'ai jamais vu une population organiser une marche parce que la vie est devenue chère, parce que le transport pose problème, parce qu'on lance des travaux qu'on ne termine pas. Nous devons vraiment être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons réfléchir ce que nous voulons de notre population, de notre pays. Nous devons nous décider. Donc, il est grand temps de rentrer en arrière pour savoir comment on reconstruit l'État. Mais on ne peut pas continuer avec des mesures ou avec des lois qu'on ne va pas respecter, créer pour ça soit un parlement seulement budgétivore. Non, même si les lois sont là et qu'il n'y a pas vraiment une sécurité qui assure que ceci sera organisé, ceci sera respecté, que ce sera suivi, qu'il y a la punition, qui doivent être redevables, ça ne posera toujours des problèmes. Donc, il est grand temps de se demander si la direction dans laquelle nous sommes en train de choisir, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est ce qui peut sauver le pays? Et est-ce qu'un pays aussi menacé à gauche, à droite? C'est ainsi que nous allons continuer. Donc, à l'interne même, la population est vouée là, elle est livrée à elle-même. Elle ne sait plus. Les églises commencent à parler. Mais dès que l'église parle, on croit que l'église aussi fait l'opposition. Non. Si aujourd'hui on regarde les sphères politiques, cette sphère politique, on va voir l'opposition, on va voir la majorité ou les gens au pouvoir. Mais l'opposition actuelle, elle vient du pouvoir, donc elle est bourgeoise. La bourgeoisie n'a jamais fait une révolution. Pour aider ces pays, il faut vraiment passer par une révolution, pour casser avec tous les systèmes de corruption, tous les systèmes où tu ne peux plus rien faire sans être corrompu. Tu es là et tu acceptes la corruption parce que tu es dans les besoins. Pas parce que tu aimes, mais parce que tu sens que tu as besoin de cet argent-là. Si je suis mal payé et je fais un travail de l'État et quelqu'un vient me proposer quelque chose quand je vois que je ne risque rien ou c'est mieux d'avoir cette corruption, je le prends. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons seulement transmettre des antivaleurs? Jusqu'à quand nous allons considérer que nous, avec cette génération, c'est ça que nous avons appris, c'est ça que nous devons transmettre, c'est ça que nous devons donner à nos enfants, à des générations futures. C'est du foutu. Si je pense que moi, je suis là, je suis nommé, et j'ai le poste, mais la personne que je dois prendre après moi, c'est ma femme, c'est ma soeur, c'est ma famille, je ne sais pas on va dans quelle direction. On n'a pas appris pour être là, spectateur, sur les choses qui sont en train de se passer qui ne valent pas la peine, non. Et alors, on est surpris de voir que nous sommes agressés? Non. Donc, en dehors de la sécurité, quel autre secteur doit recevoir le plus de fonds? En dehors de la sécurité de l'armée, la police, il faut absolument aller sur l'économie. Ils avaient un programme de 145 territoires, c'est un très bon programme. Il faut revenir sur ce programme-là, parce qu'il va directement à la base. Et parce qu'il prend déjà les besoins de la base. C'est important. Je suis ici à Météo. Ça fait 3 mois que je n'ai pas l'électricité, que je n'ai pas l'eau. Mais ce n'est pas possible. Ce sont des éléments de base. Ce n'est pas possible, que, même si j'étais ailleurs, mais il y a des services de base qui doivent être bien donnés. Moi, je paye chaque mois l'électricité, je paye également les factures de la régie des eaux, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'eau, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'électricité. Mais si tu n'as pas déjà ça, et comment sera la santé? La santé aussi, à ce moment-là, tu vois que tout est lié. Tout est lié, donc vraiment, il faut articuler les choses. Il faut qu'on prenne les cerveaux ensemble pour réfléchir comment nous remontons notre pays. Il faut refonder l'État congolais. Madame Solange. En tout cas, je crois que je commencerai par dire que la priorité, comme l'a dit Madame Mouimouzi, la sécurité et les 145 territoires. Parce que les 145 territoires, le programme du gouvernement de 145 territoires, ont 4 phases, 3 à 4 phases. Et jusque-là, nous ne sommes qu'à la première phase qui n'est même pas terminée. Nous avons les 6 axes qui ont été bien signifiés par le chef de l'État. La gouvernance, la sécurité, le social, l'infrastructure, la création d'emplois. Ben, j'ai envie de dire qu'il faut commencer par le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est une planification.
Madame la Première ministre a reçu une délégation des partis, des femmes, etc. Et toute la population congolaise en général représentée, elle a entendu. Je crois qu'il est temps qu'elle nous donne un plan directeur pour asseoir le fondamental. Le fondamental, c'est la sécurité pour asseoir la bonne gouvernance, parce que sans bonne gouvernance, vous savez, la corruption aujourd'hui a atteint un niveau indescriptible. Et pour y arriver, je crois qu'il a besoin des hommes et des femmes capables d'imprimer ce qu'elle veut pour ce pays. Parce qu'une chose est de mettre une femme, mais une autre est de la laisser libre. A-t-elle les mains libres pour travailler avec des choujas, ça veut dire des hommes forts et des femmes fortes qui vont imprégner sa touche? Depuis 1960, c'est la première fois qu'on a une femme. Vous savez, la gouvernance d'une femme, même une femme déjà au foyer, elle vous gère avec minutie, elle vous gère avec beaucoup de parcimonie et avec un sens de maternel, ça veut dire un sens très élevé du social. Est-ce qu'elle aura les mains libres? D'ici 2-3 jours, ou je ne sais pas, même ce soir, le gouvernement sera là. Les attentes de la population sont énormes, Madame Soumino. On n'a plus le temps. Et vous savez, les embouteillages, la saleté à Kinshasa et la corruption à ciel ouvert. Mais c'est incroyable. C'est comme s'il n'y a plus de gêne. C'est comme si nous sommes dans un pays où chacun fait sa loi. Non, moi, je pense que nous devons rentrer au fondamental. Et le président l'a dit, nous n'avons pas de justice, malheureusement. Il l'a reconnu. Et donc, passer par une réforme de la justice. Parce que si les trois pouvoirs, l'exécutif, la justice et le pouvoir, ne sont pas distincts dans un pays, il n'y a rien qui va marcher. Parce que chacun va faire sa loi, et il n'y a pas un pouvoir au-dessus, et c'est incroyable. Nous pensons qu'il n'y a plus de temps. On ne peut pas avoir le pain sans paix. Et donc, il y a plusieurs lois qui ont été... Il y a plusieurs réformes. Il faut renforcer la sécurité et aussi la gouvernance. Le président a dit qu'on attendait dans ce mandat plus de 6 000 emplois. C'est possible, c'est pas un rêve. Parce que si les entrepreneurs, si on doit compter aussi en dehors de l'État, on doit compter aussi sur les entrepreneurs, booster l'entrepreneuriat, et lesquels entrepreneurs vont créer des emplois. Nous pensons que le Congolais peut tant soit peu espérer vivre ce que les richesses de notre pays représentent. C'est horrible. C'est comme si nos enfants, nos jeunes n'ont plus de repères. Pendant qu'on avait beaucoup d'espoir pour ce pays, de le voir démarrer. En tout cas, on n'a plus le temps à perdre. La sécurité, la création d'emplois, la bonne gouvernance, la lutte contre... L'agriculture et les infrastructures vont ensemble. Parce que vous savez qu'il y a des maïs qui pourrissent là à Ituri, pendant qu'ailleurs, on manque de maïs. Nous avons un espace, la terre arabe de plus de 80%. Mais comment comprendre que nous avons faim? C'est des réformes. Et c'est les zones économiques et les zones agricoles. Renforcer ces femmes-là. Au lieu de cultiver, elles sont obligées de se retrouver dans des camps de déplacés. Non, on en a marre et nous pensons que nous devons retrousser nos manches et travailler ensemble pour un Congo retrouvé comme a écrit le chef de l'État dans son ouvrage. Donc, pour résumer ce que vous dites, priorité, le gouvernement doit se focaliser sur le retour de la paix à l'est du pays pour permettre à ces femmes qui étaient pour la plupart dans leur champ de retourner travailler la terre pour nourrir les populations. Mais ces populations ne pourront être nourries que s'il y a les routes en bon état pour évacuer les produits agricoles. Et ces produits agricoles ne seront achetés que si cette population a les pouvoirs d'achat qui lui permet de se procurer ce dont elle a besoin, et cette population a besoin d'eau, d'électricité. Cette population a besoin également d'un système de santé qui lui permette d'être prise en charge correctement. Vous parliez déjà de ces 3 femmes sur 7
au bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le lobbying des femmes pour la parité est en train de payer? Dans quelle direction les femmes doivent orienter leur combat cette fois-ci pour davantage faire entendre leur voix? J'ai vu certaines femmes écrire « Nous avons la primature, nous avons 3 femmes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale ». Est-ce que c'est seulement cette présence des femmes qui doit réjouir les cœurs ou c'est le travail que devront abattre ces femmes pour finalement dire que le combat qui a été mené pour voir ces femmes arriver à ce niveau-là n'a pas été vain? Oui, personnellement, moi je pense que la situation actuelle, c'est vrai, porte au devant les femmes. Pas parce que les hommes ont échoué, mais c'est le moment pour les femmes aussi de prendre les relais. La première ministre ne sera pas seule. Elle a toutes les femmes et tous les hommes derrière elle. Elle a expliqué ici combien elle doit avoir les mains libres pour pouvoir agir. Le gouvernement passé, personnellement, je ne le sentais pas. À l'époque de Matata, je voyais bien ce que Matata faisait comme premier ministre. Et je voyais ce que Mbuta faisait comme gouverneur. Donc, dans cette province, il y avait des gouvernements. Et vous pouvez voir, Matata achète ceci, les bus, l'autre achète l'esprit de mort. Hein? De vie. L'esprit de vie. Matata, l'esprit de vie. Et l'autre achète l'esprit. Mais donc, tu sens que celui-ci est en train de travailler et que l'autre aussi travaille. Vous sentez que vous avez 2 gouvernements dans une province. Il y a une certaine compétitivité qui entre les deux, amène il y avait le changement. entre les deux. À l'époque, dernière époque qui vient de se passer, maintenant, là, je ne dis pas, je ne connais pas vraiment les capacités du Premier ministre, mais on ne l'a pas senti. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il avait les mains libres? Est-ce qu'il avait les moyens? Son gouvernement, on n'a pas senti. On n'a pas senti le travail. Mais il y avait des ministres qui se sont débrouillés là-dedans. Je pense à Eva Zaïba, j'étais avec elle à la COP 27. Mais elle a travaillé, elle était au Forum Moulin et elle travaille. Il y a d'autres aussi qui ont travaillé que je ne connais pas. Je ne peux pas réaffirmer ou non, mais je sens que si vous n'avez pas une dynamique d'ensemble, si vous ne partez pas dans un programme, vous tous ensemble, donc les effets, on ne va pas les remarquer directement, les conséquences sont telles. Mais il faut faire le diagnostic du pays et de comprendre où se trouvent nos problèmes. Mais si on y va comme ça parce qu'on a un parlement, on a un gouvernement, on y va vague, on ne va pas arriver. Moussé avait commencé par faire une analyse en province et chaque province présentait son programme. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer ça? Pourquoi on fait des recherches et puis on jette à la poubelle? On doit évaluer aussi. On doit faire l'analyse des besoins et présenter un programme qui répond aux réalités, aux besoins des gens. Hein? On n'est pas occupé à gérer les moutons, on gère des personnes, on gère des vies, mais on ne peut pas perdre aussi des vies chaque fois comme ça, où les gens sont foulés. Tu as vu ce qui s'est passé à l'Est, et parfois il y a des accidents bêtes, parfois il y a des incendies, on ne sait même pas y remédier, mais finalement on est capable de quoi? Alors, dans ces conditions, en tout cas, nous pouvons tout dire, mais nous sommes tous responsables. Le chef de l'État, lui, ne va pas prendre la machette ou là-haut en train de cultiver. Il dit ce qu'il pense faire de son pays, mais il doit avoir une équipe qui l'accompagne. S'il n'y a pas d'équipe, et si tout le monde est là pour voler, ça me fait très mal au cœur quand je sens que quelqu'un a volé 400 millions. Mais dans l'entretemps, sur place, on n'a que la Banque centrale. Toutes les banques commerciales qui sont au pays sont des banques étrangères. Comment vous allez donner de l'emploi? Quelle est la politique qu'on a à l'interne pour se dire on a autant de gens? Vous avez un élément important de faire les statistiques, de faire comment on dit l'enregistrement de la population. Donc, si vous n'avez pas les données de la population, comment vous allez les aider? Comment vous allez savoir que dans ces milieux, il y a autant de jeunes, il y a autant de femmes, il y a autant de veufs, il y a autant de gens qui sont logés, des gens qui ne sont pas logés, il y a autant qui ont l'électricité, autant qui n'ont pas... Donc, ce sont ces éléments-là de développement, des outils, qui nous permettent d'analyser, de comprendre que si nous allons dans cette direction, nous allons atteindre autant de personnes. Mais si on ne veut pas faire les recensements, si on ne peut pas commencer par faire les recensements, comment vous allez maintenant faire le développement? Comment on fait le développement? Parce que le recensement, c'est un outil de développement. Madame Solange?
Exactement. Le recensement qui va nous faire aboutir à une planification. Parce que après le recensement, on saura, ben, cette population de Kinshasa, cette population de telle ville a quel besoin et sur quel. Nous pensons qu'il faut une planification réelle et véritable. Donc, il faut des réformes. Et le programme du gouvernement axé avec un chronogramme et des indicateurs des résultats. Parce que à chaque, je sais pas, réunion à chaque 3 mois, chaque trimestre ou chaque fin du mois, chaque ministre devra devra être évalué pour savoir où est-ce qu'il en est avec le programme lui assigné, avec des indicateurs visibles. Évidemment, si on travaille avec les secrétariats généraux de ministères, tout peut bien se passer pour ne pas faire un chevauchement dans plusieurs structures qui se créent à gauche, à droite. Nous, les réformes même électorales sont attendues parce que des fois aussi, nous n'arrivons pas à nous en sortir à cause des mauvaises lois ou des mauvaises dispositions qui ne tiennent pas compte de nos réalités propres à nous. Nous sommes, aujourd'hui, nous vivons des paradoxes. Un pays solution sans solution réelle. Nous avons le président qui est le champion de la masculinité positive. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que cette masculinité positive soit palpable réellement par le développement et aussi l'implication des uns et des autres, de tout le monde. Nous avons au Parlement les 4 dames. Les 3 dames. Les 3 dames sur le 7. Mais au gouvernement, un gouvernement de 50, nous nous attendons à plus de 25 femmes, par exemple. Pas seulement des femmes parce qu'elles sont femmes, mais des femmes de qualité compétentes et qui ont fait preuve par rapport à leur parcours, tout ça. Je crois que Mme Soumino est mieux placée. Nous pensons que une planification et un retour, donc une évaluation régulière, serait un atout. Parce que nous avons l'impression que chaque fois qu'un nouveau ministre vient, il reprend tout à zéro. Nous votons, les lois sont votées au niveau du Parlement, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas des mesures de mise en application de ces lois-là. Et finalement, à quoi bon poursuivre, continuer à voter des lois, des nouvelles lois? Peut-être essayons d'appliquer d'abord celles qui sont disponibles et qui sont à la portée. Nous avons des très bonnes lois, nous les Congolais, surtout en matière de la représentation féminine. Mais l'applicabilité est très compliquée. Vous avez, le budget est voté, mais il est exécuté à combien de pourcentage? Je crois que le président de Caméré l'a dit, il va travailler avec l'IGF, il va travailler avec la Cour des comptes. La Cour des comptes pour voir aussi comment utiliser à bon escient le budget lui alloué. Mais aussi, nous pensons que bientôt, ça sera une session budgétaire. Nous devons vraiment évaluer le budget de 2023. Et c'est sur ça qu'on attend les députés. C'est sur ça. Et ça va permettre de voir comment avoir un budget, un nouveau budget en 2025, un budget programme. Pourquoi pas n'est pas entrer dans les budgets programmes. Dans les budgets programmes, c'est ce budget-là qui, en fait, est axé sur des résultats bien spécifiques pour chaque ministère. Mais, vous savez, arriver là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pourtant, ça serait vraiment une révolution. Et ça permettra à chaque ministre qui vient, qui doit continuer, parce que le programme est bien tracé pour tel ministère et l'argent alloué à ce programme-là. Et donc, quand ça n'est pas fait, on sait rapidement pourquoi ça n'a pas été fait. Et donc, les femmes, vous allez orienter votre lutte dans ce sens-là pour aider la première ministre à voir là où ça ne va pas, là où il faut arranger, là où il faut peut-être mettre un peu plus de punch, là où il faut corriger. Donc, vous engagez, si je vous comprends bien, à emmener la première ministre à être plus dans les évaluations pour avoir des résultats qu'il faut. Les évaluations, mais aussi à mobiliser l'équipe avec laquelle il va, à ne pas rester dans les bureaux, mais à être un gouvernement de terrain.
Oui, elle n'est pas seule. J'ai bien expliqué. Dès qu'elle est là, en tout cas, nous pensons l'accompagner. Alors, nous n'allons pas attendre qu'elle nous appelle, nous allons vers elle et nous allons aider. Nous allons aider parce que c'est notre ministre. Parce que vous savez que si ça marche pas, on dira Basi Baloba Kimingi Bota la paix voilà. Basali et l'autre côté. Alors, le premier indice pour nous, ça sera d'abord Kinshasa propre. Ça sera ça. Donc, on se mettra à nettoyer notre ville. J'ai une fois invité des femmes du Sénégal ici et du Mali, donc l'Afrique du Nord. Quand elles sont arrivées à l'aéroport, ils m'ont dit, Elise, non, pas question. Prenez les femmes et balayez votre pays. Donc, c'était vraiment la honte de voir qu'une femme dise, non, prenez les autres femmes pour balayer votre pays. On doit sentir cette touche féminine dans la gestion on doit à tous les sentir niveaux. qu'il y a des choses qui ont changé. Et c'est possible. Et je dis bien, c'est possible. Elle ne doit pas se sentir seule. On ne doit pas être là avec les qui critiquent, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ceci. C'est nous qu'on critique. Mais est-ce qu'on doit attendre des femmes se lever, se mobiliser quand elles sentent que la première ministre n'est pas libre de ses mouvements, n'est pas libre de prendre ses décisions? Elle est un peu mise en mal par certaines personnes. Les femmes, est-ce qu'elles vont se mettre debout pour... Évidemment, elle n'est pas libre politiquement. Moi, je fais pas je fais la société civile. Donc, nous, de la société civile, on n'est pas liés. Hein. On n'est vraiment pas liés. C'est vrai, des partenaires, c'est notre gouvernement. Mais je pense que si notre pays était construit et si nous étions conscients, on n'allait pas nous attaquer. Un petit pays comme ça qui nous tourne la tête. Hein, nous sommes au four et au moulin en train de chercher des solutions. Un tout petit. Mais il construit son pays avec la richesse du pays ici. Mais nous sommes là en train de regarder comme si seulement la petite équipe-là doit amener toutes les solutions. Nous tous, nous devons nous mettre debout pour chercher la paix. Toutes les femmes sont en train de nous mettre ensemble pour voir comment nous ramenons maintenant la paix au pays. Alors, on accuse le Rwanda, on accuse l'Ouganda, on accuse à gauche, à droite. Mais alors, les commanditaires sont qui? Les commanditaires sont là derrière. Parce que quand ils ont agressé au départ ici, qu'ils ont attaqué la province orientale, Kisangani. Il y a eu des armées régulières qui se sont battues à Kisangani à cause d'une mine. À ce moment-là, on a compris tout de suite et on a réclamé, la société civile a dit non, on a dénoncé. Lorsqu'on a dénoncé, ils sont partis s'expliquer à Londres. Mais comment ils vont s'expliquer à Londres quand le problème se passe à Kisangani? Donc nous avons compris que ce n'était pas l'Ouganda et le Rwanda qui étaient seulement derrière. C'est en 1996 que nous avons compris ça. Et nous avons fait vraiment un lobbying important au niveau africain, au niveau international. Si on avait des députés, ils iraient dans les autres pays. Actuellement, l'Angleterre va faire les élections. Donc les députés devaient se mettre en contact avec le Parlement anglais parce que ce sont des élus. Et ils ne dépendent pas du gouvernement. Les élus vont les aider aussi à mettre ces questions sur la table. À cause des minéraux, vous tuez autant de personnes pendant 30 ans. 30 ans de misère, 30 ans de souffrance, 30 ans de malheur, 30 ans d'errance pour un peuple. Non, ça ne peut pas continuer ainsi. Mesdames, madame, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question où on passe parce qu'on nous fait signe qu'il nous reste juste 10 minutes. Alors... il y a eu ce qui s'est passé dimanche, tout le monde a vu, hein, cette tentative de coup d'État manqué, c'est ce commando qui est arrivé jusqu'au Palais de la Nation a investi le hall pendant quelques minutes. Quelles leçons on doit tirer de cette tentative de coup d'État et à quel niveau la sécurité doit être renforcée? On a vu une personne qui a perdu sa vie, hein, qui a été tuée sur le parcours même de ces personnes quand on lui a ravi sa voiture. Comment vous analysez cette situation et à quel niveau on doit renforcer la sécurité? C'est vraiment malheureux. C'est vraiment, je dirais, donc c'est déplorable, nous déplorons les morts, mais je crois que nous, RDC, après avoir organisé les élections plus de 4 fois, nous ne pouvons pas tolérer un coup d'État qui peut nous reculer encore davantage. Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas le Sénégal, nous avons un contexte particulier. Nous déplorons cela et nous pensons que un coup d'État ne serait pas une voie idéale pour prendre le pouvoir. Nous sommes déjà à nos 4e élections. Nous tirons des leçons chaque fois avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Nous pensons que nous devons identifier nos ennemis internes, parce que ça, moi, j'appelle ça comme ennemis internes de la République et qui veulent encore nous reculer. Identifions nos ennemis internes et pour qu'ensemble, unis, nous puissions lutter contre l'ennemi externe qui est bien connu et finalement,
nous pensons que les autres ont pris du temps pour nous étudier, pour se préparer aujourd'hui à nous menacer et à utiliser nos richesses. Prenons le temps, un plan Marshall de la sécurisation, un plan Marshall de la diplomatie, un plan Marshall de même l'enseignement. Intégrer cela. Parce qu'un Congolais, c'est un pays grand, un pays qui a beaucoup d'opportunités, un pays béni. Mais comment nous devons être toujours à la traîne du Rwanda? En passant, je félicite les FARDC qui ont récupéré plusieurs localités et nous pensons que si nous poursuivons de les booster, si le gouvernement continue à booster les FARDC, ils sont capables de tout récupérer. Mais ensemble, soyons unis. Ne permettons pas aux ennemis internes de nous battre, de se battre entre nous. Nous n'allons rien gagner. Nous avons besoin d'un Congo retrouvé pour affronter l'ennemi commun. En tout cas, moi, je pense que nous ne pouvons pas reculer et nous dénonçons ce coup d'État ou cette tentative de coup d'État. Et même, il semble que la résidence du président Vital Kamerhe a été attaquée. C'est inadmissible, le président. Inadmissible. Inadmissible. Nous pensons que la sécurité, la DEMIAP, il faut des réformes et même l'amélioration des conditions de toutes ces personnes, ANER, DEMIAP, police, toutes ces personnes qui travaillent pour la sécurisation des biens et des personnes, mais aussi pour le renseignement, pour anticiper. Il faut des analyses et même des réflexions anticipatives pour boucher toutes les zones en conflit, toutes les zones là où on ne comprend pas et tout. Moi, je pense que l'intelligence doit travailler avec la population pour aboutir à des meilleurs résultats. Madame Élisée. Oui, je soutiens ce que ma sœur vient de dire à propos de l'insécurité qui est les domiciles. Mais ces jeunes gens qui sont venus, même quand on les interroge, on ne comprend même pas leur plan. On ne comprend pas comment une équipe comme ça, décousue, non structurée, arrive à défier toute la sécurité du pays pour arriver à ce niveau-là, au palais de la nation. Mais la sécurité, elle était où? On ne sait pas. Mais ça dévoile finalement l'image interne du pays, ce qui ne nous avance encore pas dans la bonne direction. Parce que si l'ennemi voit, comme elle l'a dit, voilà ce qu'ils sont à l'interne. Donc, c'est facile de nous attaquer, de nous anéantir. Nous sommes déjà vraiment menacés sérieusement par l'extérieur. Donc, à l'interne, il faut avoir une cohésion. Et puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas là-dedans. Moi, je ne comprends pas comment un président qui vient d'être élu à 74% peut avoir aussi des dissensions à l'interne comme ça. Comment c'est passé inaperçu? Comment ne pas parler, comment ne pas dialoguer? Il faut dialoguer, il faut introduire le système, de dialoguer avec la population pour comprendre où sont les problèmes. Et quand vous faites les états de besoin là-bas, vous allez comprendre où sont les gens. On a tué celui qui le meneur. Mais je l'ai vu dans les vidéos. Je suis donc. Il était sur les réseaux sociaux. Il y avait plusieurs vidéos. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de le suivre ou on l'a pas pris au sérieux finalement? Il était sur les réseaux sociaux. On l'a pas pris au sérieux parce que lui-même ne ressemble pas à quelqu'un qui est sérieux. Mais dans l'entretemps, on a négligé. C'est la négligence qui va nous tuer. Mais il est passé par où? On ne sait même pas. Mais alors, ce sont les réseaux sociaux maintenant qui nous apprennent. Mais vous êtes journaliste. Vous êtes dans la communication. Personne ne nous a appris dans le voie normale qu'il y a un problème sur le pays. Mais il n'y a même pas, après ça, on a eu les trucs d'Mbi, donc le concert d'Mbi. Je ne sais pas si on a négligé, on a dit que c'est fait divers, mais comme elle l'a dit, il faut vraiment avoir des experts, il faut avoir les laboratoires, il faut avoir des personnes. Une réforme de services de sécurité s'impose aujourd'hui? Il faut vraiment qu'on les nourrisse. Il faut qu'il y ait des gens qui leur donnent des données parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que nous sommes très faibles en cette matière-là. Et nous sommes faibles aussi en diplomatie. Donc, il faut vraiment des équipes, des laboratoires, des gens qui font les recherches et qui savent comment nous dirigeons les pays. En Chine, il n'y a que 12 personnes qui dirigent la Chine et tout le reste doit suivre. Ces gens-là ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont même pas au gouvernement, ils ne sont pas ministres, ils ne sont rien du tout. Mais c'est eux qui sont les têtes pensantes de comment ils développent leur pays. Mais pourquoi nous, si on ne sait pas créer, pourquoi on ne copie pas? On peut copier. Quand vous ne savez pas créer, on copie.
Où est le mal? Quelle peut être votre conclusion aujourd'hui? On vient à vous pour conclure. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure aujourd'hui? Pour conclure aujourd'hui, je pense que vous êtes la troisième voie, vous êtes un grand pouvoir. Nous comptons sur vous pour pouvoir amener l'information à la base. Il faut éveiller nos populations, il faut éveiller les gens du pouvoir. Il faut vraiment les interpeller à chaque fois quand vous en avez l'occasion, parce que on ne peut pas jouer avec un grand pays comme la RDC. Notre hymne national résume tout, ma fille. Tout est dans l'hymne national. Peuple grand, peuple libre à jamais. Nous devons respecter notre hymne national, même si nous ne savons pas créer des idées, mais nous pouvons avoir les idées maîtresses dans notre hymne national. Et tout le monde se mettra debout. Et tout le monde sera derrière cette question-là pour se dire le Congo ou rien. Donc pour le Congo, nous mourrons. Nous tous, nous devons d'abord défendre la patrie. La patrie au premier point, pas chercher le pouvoir. Vous allez chercher le pouvoir, vous n'avez pas le pays. Où est-ce que vous allez l'exercer? Cherchez d'abord le pays. C'est important pour nous tous. Merci. Madame Solange. En tout cas, pour revenir sur le problème des sécurités, c'est une alerte non négligeable qui interpelle la synergie d'action entre les services de migration, l'ANR, la police des frontières, le renseignement militaire et même l'exécutif. C'est inconcevable ce qui s'est passé et je crois qu'il faut non seulement une synergie, mais aussi la numérisation. Parce que lorsque il est passé par où? Comment ils ont traversé? Est-ce qu'on n'a pas vu tout ça? Ça inquiète et je crois que les enquêtes sont en cours. Alors, comme conclusion, c'est que moi je voudrais dire, aimons notre pays. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'une seule RDC. Et pour la seule RDC, une synergie d'action est imposable à tous les quatre pouvoirs et bien sûr le cinquième, votre pouvoir, le pouvoir. L'exécutif, judiciaire, législatif, tous doivent travailler en synergie pour l'intérêt commun de cette population. Je me demande bien, qu'allons-nous léguer à nos enfants? Quel est le legs? C'est la corruption? C'est la négligence? C'est la saleté? Non, il est plus que temps, avec ce nouveau gouvernement de Mme Souminois qui va sortir bientôt, nous pensons qu'il est temps que nous puissions léguer à la RDC un pays béni et un pays où il y a la bonne gouvernance. Parce que lorsqu'il y a la bonne gouvernance, nous pensons que les restes, le social de la population, le développement serait en tout cas un plan qui sera visité chaque année. Nous savons que nous avons franchi ceci, nous avons franchi cela. Il n'y a pas un moment où on doit se dire non, non, on s'arrête d'abord, on observe les autres et ensuite, minimum d'amour pour ce pays et il sera béni. Merci, mesdames, d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. Je rappelle que dans ce studio, nous recevions Madame Élisée Mouimouzi, elle est membre de la société civile activiste des droits des femmes, Madame Solange Mosumbuku, cadre de la FDC, doctorant en communication. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre ce magazine de la femme sur Top Congo FM. Merci à Grace Lema qui a mis en onde cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible la diffusion de cette émission sur notre chaîne YouTube. Patrick Mungongo et la grande équipe vidéo de Top Congo FM. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro avec le même plaisir, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.